On a repris. On a repris la connexion. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien, c'est bon. Alors, tout le monde est là. Je sais qu'on s'est déplacé d'un poste à un autre. Alors, on attend quelques minutes que tout le monde soit là. Très bien, allez. Donc, comme je vous ai dit, chaque fois que quelqu'un fait une gastro-entérite, il y a un risque qu'il développe après, quelques mois après, des troubles fonctionnels. Donc, je vous ai dit, c'est probablement dû avec une réaction micro-inflammatoire, donc qui va sensibiliser les mécanorécepteurs mucaux et des terminaisons nerveuses, ce qui va entraîner la libération de la sérotonine, ce qui va favoriser l'apparition. Donc, le mécanisme réaction micro-inflammatoire qui va stimuler les terminaisons nerveuses, libération de la sérotonine. C'est pour ça maintenant, les nouveaux traitements, ils sont axés sur la sérotonine, c'est-à-dire directement sur la cause. Alors, maintenant le risque. Les facteurs de risque, c'est pas tout le monde. On peut faire des gastro-entérites, mais c'est pas tout le monde qui va développer après des troubles gastro, les TFI. Alors, surtout les femmes. La femme qui fait une gastro-entérite, c'est plus grave qu'un homme. D'accord? C'est la durée. Si l'épisode infectieux a duré plus que 5 jours. Et si c'est pendant cette période, il y a eu un état de stress. Donc, si les trois conditions sont réunies, une femme qui était peut-être stressée, une période de stress, on va voir quels sont les stress, peut-être un décès dans la famille, un échec scolaire, un échec, un divorce, un état de stress chronique. Très bien, je vous remercie. Donc, femme, un état de stress, elle fait une gastro-entérite, si c'est 3 jours, ça va. Qui dure plus de 5 jours, il y a un risque. D'accord? Très bien. Alors maintenant, la flore. Un autre facteur, la flore bactérienne. Vous savez que là, nous avons tous une flore bactérienne qui nous est indispensable. Bon, là, je vous ai mis les principales fonctions. Elle synthétise des vitamines. C'est une barrière vis-à-vis la colonisation des micro-organismes pathogènes. Elle permet la maturation de notre système immunitaire et elle participe aussi à la digestion. Elle permet la fermentation donc des substrats au niveau du côlon. Donc, elle nous est indispensable, notre flore intestinale. Donc, s'il y a après, surtout, comment elle va être déséquilibrée après une antibiothérapie, il y a un déséquilibre de cette flore et ça va entraîner production très élevée des gaz, transit anormal, hypersensibilité viscérale. Donc, la perturbation de la flore, elle entraîne ces éléments. D'accord? Très bien. Maintenant, les facteurs diététiques et lumineux. Diététiques. Alors, l'alimentation, elle aggrave plus que... Ce n'est pas elle qui provoque, mais elle aggraverait. Alors, donc, le régime alimentaire. Donc, maintenant, chaque malade, il a un aliment qui le perturbe. Je ne peux pas vous donner toute la... Pour certains, c'est le café. Pour d'autres, c'est les produits laitiers. Pour certains, c'est les produits les pâtes. Pour certains, c'est les produits secs. La l'oubia. D'accord? L'édulcorant, maintenant, on utilise beaucoup d'édulcorants dans notre alimentation. Et bien, l'édulcorant, il n'est pas si bon que ça. D'accord? Il vaut mieux ne pas prendre du tout de sucre que de le remplacer par l'édulcorant. OK? Alors, l'allergie alimentaire n'est pas responsable. L'allergie alimentaire, elle ne donne pas de troubles fonctionnels intestinaux. D'accord? Il ne faut pas mélanger allergie alimentaire et troubles fonctionnels intestinaux. OK? Donc, pour les aliments, la liste, elle est ouverte. Chaque malade, il a un aliment. Pour certains, c'est les légumes, les choux, comment dirais-je, le brocolo, le crambo, le brocolo. Pour certains, c'est le garnon. Pour chaque malade, il a un aliment qui aggrave ces troubles. D'accord? Je vous ai dit, la liste, elle est très, très, très longue. Alors, maintenant, les facteurs psychosociaux, on a remarqué que 50% des malades qui ont des troubles, ils ont un profil psychologique ou même psychiatrique particulier. Soit des malades qui suivent pour des névroses, des phobies. Alors, la phobie, l'anxiété, parmi les phobies, c'est la cancérophobie. L'hypochondrie. J'aurais dû mettre phobie à l'hypochondrie. Donc, l'hypochondrie, c'est des malades qui ont peur de tomber malades. Ils ont la hantise du cancer, khaïfin, mais le cancer. D'ailleurs, chez ces malades-là, lorsqu'ils viennent en consultation, ils ont tout un dossier.
deux scanners, deux coloscopies, plein d'examens. Ils veulent répéter les examens parce qu'ils ont peur d'avoir un cancer. D'accord? C'est des malades très anxieux. Des fois, c'est carrément des malades en dépression nerveuse. Certains, c'est simplement des événements comme de la vie douloureux, des événements douloureux de la vie, comme un décès, un déménagement, un divorce, échec scolaire, licenciement. Donc, tout cela, ça, ça, ça favorise ces troubles-là. D'accord? Et il y a certains malades qui somatisent. C'est-à-dire somatisent. Lorsqu'ils sont anxieux, il y a un stress, c'est leur côlon qui s'exprime à leur place. Dès qu'ils sont stressés, ils ont mal au niveau du côlon. Donc, c'est ce qu'on appelle la somatisation. D'accord? Très bien. Alors, et tout stress psychologique va aggraver ces symptômes. D'accord? Et il va augmenter le nombre des consultations. Maintenant, un dernier facteur maintenant qui est en étude, probablement un facteur génétique et épigénétique. Ils ont suspecté cela parce qu'il y a une prévalence familiale, donc un fond psychosocial génétique. Et les données chez les jumeaux. Des fois, des jumeaux, les deux, ils ont des troubles fonctionnels. Ça veut dire qu'il y a un terrain génétique aussi. D'accord? Et maintenant, on est en train de parler de phénomènes épigénétiques, c'est-à-dire anomalies du génome qui s'expriment, qui sont influencées par l'environnement. On a déjà parlé de ça, c'est la susceptibilité génétique. Donc, on a un problème génétique, une mutation, mais elle ne s'exprime pas. Elle ne s'exprime pas que s'il y a des facteurs de l'environnement. Très bien. Jusque-là, est-ce que ça va la physiopathe? Ah non, là, la physiopathe de gastro-entérite. C'est quoi? Alors, les gastro-entérite, il n'a rien compris, ni le flimiki, ni Wello. C'est quoi la physiopathe de gastro-entérite? La gastro-entérite infectieuse. C'est comme une intoxication alimentaire aiguë. Par contre, l'hémicus, c'est une inflammation chronique qui n'est pas due à un germe. S'il vous plaît, ne mélangez pas. D'accord? Gastro-entérite, on a vu, c'est une gastro-entérite infectieuse aiguë. Qui dit mucus, c'est une inflammation chronique. Bon. Alors, maintenant, on va voir les signes d'appel. Alors, la clinique. La clinique, d'abord, le premier signe, c'est les douleurs abdominales. Alors, de type variable, chaque malade a de ces douleurs. Chez certains, c'est des spasmes. Chez certains, c'est des tensions. Chez certains, des brûlures, des aiguilles, des mousses, d'accord? Donc, elle est variable. Kif, la localisation, elle est variable. Ça peut aller de la fossile gauche, des fois à droite, parfois c'est tout le long du cadre colique, c'est-à-dire en périombilical, elle diffuse. D'accord? Et des fois, elle est mobile. Des fois, il à droite, des fois à gauche. Très bien. L'intensité kif, elle est variable. D'une simple gêne jusqu'à la crise intolérable, voire syncopale, c'est-à-dire il perd connaissance. Et des fois, les malades, ils atterrissent aux urgences. Mais ce qui est sûr, qu'elle est soulagée par l'émission des sels et des gaz. D'accord? Il n'y a pas de rythme net, d'accord? Postprandial, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle ne le réveille pas la nuit. Lorsque le malade, il dort, une fois il est endormi, la douleur ne le réveille pas. Donc, soit c'est le matin, lorsqu'il se réveille, soit c'est souvent postprandial, dès qu'il mange. Alors, avec une certaine périodicité, c'est-à-dire il y a des crises qui durent quelques semaines, 2 à 3 fois par an. D'accord? Ce n'est pas chaque jour, tous les jours de l'année. Le deuxième signe, la constipation. La constipation, on a vu soit constipation, soit de la diarrhée. Alors, la constipation, donc diminution de la fréquence des selles. Donc, pour parler de constipation, c'est moins de 3 selles par semaine. D'accord? Émission de selles soit ferme, soit dure. Donc, occasionnellement, donc, elles peuvent être enrobées par du mucus. Donc, on peut trouver du mucus, mais pas de sang. On est d'accord? On a les faux besoins, le mucus, du pus, ça peut être du pus lorsque c'est une diarrhée aiguë, les faux besoins, soit le pus, soit le mucus, le sang. Les troubles fonctionnels, on peut trouver du mucus, mais pas de sang. S'il y a du sang, on n'est plus flux fonctionnel, on est flux organique. On est d'accord? Dans les troubles fonctionnels, il n'y a pas une diarrhée sanglante. C'est une diarrhée qui peut contenir que du mucus. Donc, alors, parmi la constipation, nous avons une constipation, ce qu'on appelle terminale.
terminale. Malheureusement, on ne pourra pas faire cette année la constipation. Donc, je vous en parle brièvement. Alors, constipation terminale, c'est-à-dire dyschésie. Dyschésie. Retenez ce mot. Alors, c'est le malade, c'est une terminale. Pourquoi constipation terminale? Parce que les selles restent accumulées au niveau du rectum et le malade n'arrive pas à les faire évacuer. D'accord? Donc, lorsque le malade, normalement, il sent que le rectum, il est plein. Il y a une stimulation. Ça veut dire qu'il faut aller aux toilettes, éliminer, évacuer. Lorsque un sujet normal, il pousse, les sphincters de l'anis, il s'ouvre. Chez ces malades-là, qui ont une constipation terminale ou des signes dyschésiques, lorsqu'ils poussent, le sphincter, ils sentent que le sphincter se ferme. C'est pour ça que j'ai mis cette image. D'accord? Donc, beaucoup d'efforts de pousser. Lorsqu'ils arrivent à évacuer une évacuation incomplète, sensation d'obstruction ou de blocage anorectal. Et des fois, les malades, ou souvent c'est des femmes, ils font recours à des manœuvres digitales pour faciliter l'évacuation des selles. Soit elles compriment le bas de l'abdomen, soit au niveau intravaginal ou au niveau de l'anus, introduction anale du doigt pour faire évacuer ces selles dures. Donc ça, c'est la constipation terminale. Lorsque le malade vous rapporte ces signes-là, c'est une constipation terminale. Alors, la diarrhée motrice, donc c'est accélération, le péristaltisme, il est tellement rapide, émission de selles liquides, plus de 3 selles par jour, diurne, matinale, postprandiale, dès qu'il mange. D'accord? Et s'il vous plaît, rajoutez un autre élément qui, avec le jeûne, qui disparaisse au jeûne. C'est-à-dire le malade, le saïm, il n'a pas de diarrhée. Donc, dès qu'il mange, postprandial. Donc, épreuve du jeûne, positif. C'est pour ça, ceux qui ont une diarrhée motrice, on leur demande Ramadan, comment ils sont Ramadan la journée. Ils vous disent, je suis très bien. Dès que naftar, la diarrhée, elle reprend. D'accord? Impérieuse et rapidement. Il faut qu'il aille, sinon il peut se salir. Et souvent contenant des aliments non digérés. Il reconnaît ce qu'il a mangé, soit de la tomate, soit les carottes, parce que tellement le transit il est rapide que ces aliments n'ont pas eu le temps d'être digérés. OK? Un autre signe, les ballonnements. Ballonnements, soit plénitude épigastrique, soit souvent postprandiale, déclenchée par le stress, les émotions permanentes. Donc, mais surtout, elles sont soulagées par l'émission des gaz et les éructations. C'est-à-dire le gaz, ces ballonnements, l'air, il sort par le haut, ils ont beaucoup d'éructations, ou par le bas, par l'anus. C'est bon jusque-là? Très bien. Oui. Oui, très bien. Alors, maintenant, on va voir les examens complémentaires. Diagnostic, notre conduite à tenir. Qu'est-ce qu'on doit faire devant un malade? D'accord? D'abord, c'est l'importance de l'étape clinique. C'est très important parce que le diagnostic, on l'évoque. Déjà, à l'interrogatoire, on suspecte le diagnostic. On n'a pas besoin d'examens après les examens. Mais déjà, à l'interrogatoire, nous avons 3. D'abord, des troubles digestifs chroniques. Si un malade ou une malade, souvent c'est une des femmes, depuis 10 ans, déjà, on est rassuré. Ce n'est pas un truc organique, ce n'est pas un cancer. D'accord? La chronicité, donc au cours des 6 derniers mois et surtout les 3 derniers mois, non nécessairement consécutifs. Deuxièmement, il n'y a pas d'altération d'état général. Elle a beau souffrir, elle souffre, mais son état général, il est conservé. Surtout, il n'y a pas d'amaigrissement. D'accord? Normalité de l'examen clinique. Lorsqu'on palpe l'abdomen, il n'y a ni masse, ni rien. L'abdomen, il est souple. Peut-être une petite sensibilité. C'est tout. Soit au niveau de la fosse iliaque droite, soit le long du cadre colique, en péri-ombilical. D'accord? Déjà, à l'interrogatoire, à l'examen clinique, les symptômes sont chroniques. Il n'y a pas d'altération d'état général. Normalité de l'examen clinique, déjà, ça nous oriente. Et aussi, ce qui évoque le diagnostic, donc, l'absence de retentissement, on le refait, l'ancienneté des symptômes, exactement, et le contexte, déjà, et le contexte psychologique. Déjà, lorsqu'on interroge le malade, à la malade, on voit ses antécédents, on voit que c'est une personne très stressée, qu'elle a traversé une période difficile et tout, donc hystérie. C'est bon? Très bien. Et l'influence, on lui demande comment elle vit le stress, n'importe quel stress ou les événements sur les symptômes. Elle vous dit, dès que je suis stressée, j'ai mal. D'accord? Tous ces signes-là évoquent les troubles fonctionnels intestinaux. Donc, mais n'empêche, il faut penser à exploration. Malheureusement, il n'y a pas de marqueur, soit biologique, soit morphologique, pour nous dire que c'est un diagnostic d'élimination. D'accord? Un bilan standard, on le fait.
toujours. FNS, pourquoi FNS? Pour voir qu'il n'y a pas, peut-être il y a une anémie, peut-être il y a une hémorragie occulte. Donc, l'FNS est normal. CRP, normal. Il n'y a pas de syndrome inflammatoire. Aussi, l'ionogramme sanguin normal, la fonction rénale normale, le bilan thyroïdien, très important à faire. Vous voyez, c'est des malades, soit une diarrhée, soit une constipation. Donc, une dysthyroïdie, s'il y a peut-être les signes peuvent, peut-être c'est un problème simplement thyroïdien, soit une hyperthyroïdie, donc c'est la diarrhée, soit la constipation, c'est l'hypothyroïdie. D'accord? On complète toujours par une échographie. Les gars, c'est normal. Vous voyez, tous les bilans qu'on fait, ils sont normaux. Donc, on est rassuré, ça nous rassure. On n'est pas en train de passer à côté parce que nous avons notre hantise. Je vous ai dit, c'est un diagnostic d'élimination. Est-ce que une maladie dit qu'il a des symptômes? Non, 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 parce que beaucoup de médecins le font. Non, 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 vous inquiétez pas, il y a une ordonnance, c'est des troubles fonctionnels. Alors que ça peut être un cancer. Donc, il faut d'abord éliminer l'organique. Lorsqu'on a tout fait, tout est normal, là, on se raccroche au fonctionnel. Maintenant, la coloscopie. Est-ce qu'on va demander, vous voyez, il y a des troubles du transit, constipation. On a vu l'indication de la coloscopie, troubles du transit. Est-ce que chaque malade qui entre dans notre cabinet ou là qu'on voit en consultation, on va lui demander une coloscopie? Non. Il y a des indications bien précises. Alors, d'abord, antécédent de cancer dans la famille. S'il y a un antécédent, une maladie fait une diarrhée, constipation, et il y a un antécédent dans la famille de cancer, il faut le faire. Même si on suspecte que c'est des troubles fonctionnels. Un dépistage. OK? L'âge. À partir de 50 ans, à 45 ans. Maintenant, 45 ans. À partir de 45 ans, il faut faire à tout le monde une coloscopie. D'accord? Donc, une petite douleur, une petite constipation, il faut, à partir de 45 ans, non. Mais au-delà de 45 ans, il faut la demander. D'accord? Parce qu'il y a le risque d'apparition de ces polypes adénomateux. Ou le polype adénomateux, il y a après un cancer. Les symptômes. Maintenant, s'il y a une modification récente des symptômes, donc un malade a constipé, ou depuis 2 mois, j'ai de la diarrhée. J'ai de la diarrhée qui ne disparaît pas. Donc, la modification récente des symptômes, elle doit nous inquiéter. Ou là, j'ai toujours eu de la diarrhée, ou là, j'ai toujours eu un transit normal. Maintenant, je fais depuis 2 mois. Cette modification récente des symptômes, il faut demander une coloscopie. Résistance au traitement. On lui donne le traitement, mais aucune amélioration. On peut demander une coloscopie. Et s'il y a des signes d'alarme, là, c'est obligatoire. Donc, si, lorsqu'on fait l'examen clinique, il y a une masse. Si le malade vous dit, je fais une hémorragie, s'il vous dit, j'ai maigri, OK? Donc, s'il y a des signes d'alarme, il faut demander une coloscopie. S'il n'y a pas de signe d'alarme, s'il y a antécédent de cancer de la famille, il faut la demander. Maintenant, s'il n'y a aucun symptôme, rien, mais il est âgé de plus de 40 à 50 ans, il faut la demander. S'il y a une modification récente des symptômes. Donc là, il faut faire la coloscopie. Maintenant, le diagnostic différentiel. Rapidement, je vais répondre à vos questions. Bon, qu'est-ce qui n'est pas? C'est passer à côté d'un cancer colorectal. Surtout, personnes âgées qui développent donc une symptomatologie récente. Donc, est-ce qu'à 60 ans, il va commencer à développer des troubles fonctionnels? D'accord? Donc, éliminer d'abord un cancer, surtout s'il fait un amaigrissement, s'il a une anémie, s'il a une rectorragie, il ne faut plus y penser. C'est un cancer jusqu'à preuve du contraire. Les coliques, les Mickey, ça donne une diarrhée chronique, rectorragie, d'accord? Mais là, nous avons diarrhée sanglante, masse inflammatoire, il y a de la fièvre, il y a de l'amaigrissement, donc CRP, syndrome inflammatoire. Donc, normalement, on ne devrait pas se tromper. Intolérance, il y a des malades qui ont une intolérance au lactose, c'est-à-dire qu'ils développent des ballonnements, des flatulences et de la diarrhée en relation avec la consommation du lactose. Dès qu'ils enlèvent le lactose, ils n'ont plus ces symptômes. Donc là, ce n'est plus des troubles fonctionnels, c'est une intolérance au lactose. Là, souvent, on la voit, c'est surtout chez des sujets jeunes. La maladie cœliaque. Alors, la maladie cœliaque, ça donne une diarrhée chronique, mais il y a malabsorption. Donc, nous avons un syndrome carentiel. Donc, si on fait une FNS, il y a une anémie. D'accord? Il y a de la fatigue, un bilan immunologique, les auto-anticorps, il y a positif. Et bien sûr, le diagnostic, on le confirme grâce à l'histologie. On va faire des biopsies. Donc, on va trouver une atrophie villositaire. C'est le diagnostic différentiel. Maintenant, la diarrhée aiguë. Donc, le début aigu. Là, maintenant, diarrhée aiguë. Si c'est aigu, maintenant, si ça perdure, ça peut être autre chose. Ça va, on a terminé la première partie du traitement du cours. Est-ce que vous avez des questions avant de passer au traitement? Alors, je vais trop vite. C'est facile, des trucs faciles. Désolée, je vais être moins vite. Alors,
même si le cancer en dehors du rectum. Non, je parle d'un cancer colorectal. Non, non, non. Cancer colorectal. Non, si c'est un cancer, c'est-à-dire du sein, on ne va pas demander. Non, non, non. C'est un cancer, je parle du cancer colorectal, dépistage dans la famille. OK? Bien sûr, fonctionner, il n'y a aucune lésion, mais c'est ça les troubles. Il n'y a aucune lésion, oui. Ou chez des noms, s'il vous plaît, CV. Non, j'ai pas NNCV. J'ai battu NNCV, j'ai rien compris. Non, ça va, ah, très bien. Ah, non, ça va, d'accord. Il n'y a pas de question, très bien, allez. Le traitement. Euh, Est-ce qu'il y a une possibilité de dissociation, j'ai pas compris, d'association entre les troubles? C'est-à-dire entre les symptômes, bien sûr, il y a une possibilité. Bien sûr, entre troubles, c'est-à-dire troubles fonctionnels. J'ai pas compris votre question, reformulez. Est-ce qu'il y a association entre troubles fonctionnels et organiques? Quelqu'un a des troubles fonctionnels, toute sa vie, il a eu des troubles fonctionnels, il a le droit de faire un cancer, oui, association. Et c'est pour ça que je vous dis, s'il y a une modification des symptômes, ou là, il y a un amaigrissement, ça doit attirer votre attention. Maintenant, si les mêmes symptômes, depuis des années, c'est les mêmes, aucun retentissement général, la FNS, tout est normal, le bilan biologique est normal, non. Mais si vous voyez que c'est un malade ou une malade que vous faites depuis longtemps et du jour au lendemain, elle vous dit j'ai maigri, ou là je saigne, ou alors elle a une anémie, bien sûr, là, c'est venu, il y a un problème organique, oui, bien sûr qu'il y a une possibilité, bien sûr. OK, alors le traitement. Bon, alors le traitement, la base du traitement. La base du traitement, ce n'est pas que des médicaments. Chauffe. Nous avons les médicaments, mais nous avons aussi c'est un arsenal plus important. Alors, le plus important, c'est la relation entre patient-malade. Elle joue un rôle très important. Ça va être le médecin, c'est le placebo pour le patient. Ça va être donc on va en parler. Relation médecin-patient, elle est très importante. C'est la base. Hygiène de vie, une bonne hygiène de vie. Les diététiques, elles jouent un rôle. Les médicaments, on bat une prise en charge psychologique. Donc, vous voyez, le traitement le base de traitement, relation médecin-malade, l'hygiène de vie, diététique, les médicaments et la prise en charge psychologique. La relation médecin-malade. Un malade, déjà une malade, souvent c'est une malade, qui te trouve le cabinet. Déjà, elle a plein de questions. D'abord, qu'est-ce que j'ai? Est-ce que je peux être traitée? Souvent, j'ai un cancer, c'est sûr j'ai un cancer. Pourquoi est-ce que j'ai aussi mal? D'accord? Ou ça, certaines personnes qui ont de la diarrhée, déjà, qui quittent le cabinet ou rament les toilettes. Il a une diarrhée. Déjà, et le stress, il accélère, il dit la diarrhée. Donc, je vous dis, la relation médecin-patient, l'effet placebo à les médecins, imaginez 30-80%, ça on guérit par la parole. نهضروا مع المريض باك نفهموه يخرج مرتاح. C'est pas toujours le cas, mais on peut guérir. D'accord? C'est pour ça. Il faut prendre le temps d'écouter le malade. La consultation chez un trouble fonctionnel, elle dure des fois 1 heure. C'est pas 10 دقائق باش عندك نكتب له الدواء ويروح. Il faut le rassurer. Le rassurer que c'est des troubles fonctionnels. C'est pas grave, vous n'allez pas mourir, vous n'allez pas avoir un cancer. Lui expliquer. D'accord? Lui faire accepter, le plus important, c'est lui faire accepter sa maladie. Lui dire, il faut vivre avec. Qu'est-ce que vous préférez? Vous préférez avoir un des troubles fonctionnels ou avoir un cancer? Donc, relativiser, c'est pas si grave que ça, parce qu'il est malade, il somatise, il capte le. Donc, leur expliquer, c'est pas grave, il y a des médicaments, on va essayer de vous guérir, d'accord? Et que c'est une prise en charge au long cours, mais si on traite la crise, on va dire, ok? Donc, vous voyez, la parole, elle joue un rôle très important. Il faut que le patient ait confiance dans son médecin. S'il n'y a pas de confiance, l'étape. Et c'est l'étape la plus importante. D'accord? Très bien. Maintenant, l'hygiène de vie. Hygiène de vie. Alors, il faut dire aux malades qu'il faut manger à des heures régulières, dans le calme, bien mâcher, éviter le grand repas. D'ailleurs, des fois, ce qui déclenche, c'est donc il y a des grands repas très lourds, très riches en gras. Il faut les éviter de temps en temps et ne pas, c'est-à-dire manger, mais la quantité. Il ne faut pas donc boire. Il faut boire entre les repas. Pas de soda. D'accord? L'activité physique suffisante. Il faut qu'il ait une bonne hygiène de vie. Qui est gros.
le panicule adipeux qui gêne le côlon. Donc, il faut faire du sport, il faut une hygiène de vie. Ce qu'on voit nos femmes, ou même les hommes, femmes, il est gros, aucune activité physique, il mange n'importe quoi. Il faut être à l'écoute de son corps. Il faut se présenter dès que l'être semble, il faut aller aux toilettes. Il y a déclenchement de réflexe. Il faut y les toilettes. Sinon, il faut aller à heure régulière. Souvent, en postprandial, dès qu'ils mangent, ça s'adresse pour ceux qui ont plutôt la constipation. Dès qu'ils mangent, ils roulent les toilettes parce qu'il y a le réflexe gastrocolique. Il faut prendre son temps. Éviter de se retenir. Il y a certains malades, il fait quelque chose, il a fait un travail, il a envie d'aller aux toilettes, non, il arrête. Il faut respecter, il faut être à l'écoute de son corps. D'accord? Très bien. Maintenant, diététique. Diététique, qu'est-ce qu'on doit manger? Il n'y a pas de régime restrictif. Il n'y a pas de régime, parce que les malades, ils disent, il n'y a pas un régime type, ou là un régime restrictif. Alors, ce que je leur demande d'enlever, c'est d'enlever chacun a un aliment. Ici. Il a un aliment, dès qu'il le mange, il aggrave les symptômes. S'il ne supporte pas certains légumes comme l'adès ou la lobia, il faut les diminuer. S'il ne supporte pas le garnoun, le crump, il ne faut pas les manger. D'accord? Ou s'il doit les manger en petite quantité. Donc, un régime normal. Il faut une alimentation équilibrée, variée. D'accord? Pas de restrictif. Il faut consommer régulièrement des fruits les fruits et les légumes. Donc, surtout les fibres, surtout pour les constipés. Quelqu'un qui est constipé, il faut manger beaucoup de fruits et de légumes. Et le contraire, pour quelqu'un qui est plutôt de la constipation, il faut diminuer les fibres et manger plutôt les pâtes. Alors, maintenant, est-ce que les légumes, est-ce qu'on les mange crus ou cuits? Crus, pour certains qui les supportent crus, ils sont plus difficiles à digérer. Donc, des fois, ils entraînent plus de ballonnement. Donc, il faut éviter. Cuits, de préférence cuits. Donc là, il faut parler au malade, il faut faire un interrogatoire et au cas par cas, et on va lui conseiller. D'accord? Une boisson variée, il faut boire au moins 1 litre, 1 litre et demi par jour. J'oublie de boire. Si je n'ai pas soif, je ne bois pas. Ben non. L'eau, c'est sur ordonnance. Il faut boire de l'eau. Des fois, comment dirais-je, boire assez d'eau, ça diminue la constipation automatiquement. D'accord? Et ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. D'accord? Mais il faut commencer par la diététique. Mais si vous même il faut pas la langue. Maintenant, le traitement. Les médicaments, je vais vous donner tous les traitements, c'est toute une liste. Les antispasmodiques contre la douleur, les laxatifs contre la constipation, les absorbants et les ralentisseurs contre la diarrhée. Nous avons maintenant les probiotiques et les anxiolytiques et les antidépresseurs. D'accord? On va commencer. D'abord, les médicaments. Alors, les médicaments, comment on les donne? Ils sont proposés au mieux en bithérapie. Selon l'intensité des symptômes. Selon les symptômes, on donne 1 ou mieux 2 médicaments. D'accord? Alors, la durée du traitement. Au moins 1 mois de traitement. 1 mois, c'est-à-dire pour traiter la crise et pour éviter, même s'il n'a plus de symptômes, il continue pour éviter la récidive précoce. Ok? La durée doit être au minimum 1 mois. D'accord? Donc, il faut parler aux malades, il faut les prévenir. Ça prend du temps, les médicaments, parce que il n'a plus de symptômes. Non, il faut leur expliquer qu'il existe un temps de latence dans l'efficacité de ces médicaments. D'accord? Et l'arrêt de ces médicaments sera au mieux programmé selon un mode progressif. C'est-à-dire si on donnait un comprimé 3 fois par jour, un comprimé 2 fois par jour pendant 1 semaine, 2 semaines, on le diminue progressivement, comme ça pour éviter la récidive précoce. OK? Donc, la durée, minimum 1 mois, leur arrêt progressif et prévenir le malade, il faut que le malade soit patient. Alors, maintenant, on va commencer par les antispasmodiques. Je vais vous donner tous les médicaments qui existent. Alors, nous avons les anticholinergiques, antispasmodiques, anticholinergiques non associés. Alors, je vous donne en vert. Ce qui est en vert, c'est les médicaments disponibles plus ou moins disponibles sur le marché algérien. Parce qu'en noir, ça n'existe pas chez nous. D'accord? Donc, Riabal. Le Riabal, c'est un bon antispasmodique anticholinergique. OK? Très bien. Nous avons associé, c'est-à-dire antispasmodique et en même temps associé à un anxiolytique, le bromure, le Librax. Le Librax, il est excellent pour les malades qui ont le côlon qui est déclenché, pardon, qui ont le côlon, qui les malades, qui ont des douleurs coliques déclenchées par le stress. Librax, ça donne
ça donne. Donc, c'est bon. Donc, antispasmodique, anticholinergique, nous avons le Riabal. Sinon, nous avons associé un anxiolytique, le Librax, donne de bons résultats. Il existe, on le trouve dans certaines pharmacies ici, là-bas. D'accord. Alors, l'action des anticholinergiques, leur action. Alors, anticholinergiques, donc c'est des antagonistes, ils bloquent les récepteurs acétylcholine. Donc, ils agissent là où il y a les récepteurs acétylcholine, soit au niveau du tube digestif, donc les muscles lisses, mais également les voies biliaires, urinaires, le VG, et ils diminuent les sécrétions gastriques, salivaires, lacrymales, sudorales. Donc, leur effet n'est pas que digestif. C'est pour ça qu'ils ont beaucoup d'effets secondaires, notamment le glaucome, parce qu'il diminue sur l'œil, et l'adénome de la prostate, parce qu'il a un effet sur les voies biliaires. Donc, il n'y a pas qu'une action, c'est pour ça qu'on ne les aime pas beaucoup, nous, les anticholinergiques. On préfère les antispasmodiques musculotropes, c'est-à-dire qui agissent directement sur le muscle lisse. D'accord. Nous avons non associé le duspatin indicétel, ils existent, soit associé. Associé, c'est-à-dire un absorbant. En même temps, il enlève la douleur et en même temps, il diminue les gaz. Météospastimil, météoxane, tous ces médicaments en vert existent dans le marché algérien. Vous pouvez les trouver. OK, donc anti-action, antispasmodique musculotrope, sans effet anticholinergique, directement sur le fibre musculaire, rarement quelques effets secondaires, donc sûrement rarement un risque d'œsophagite iatrogène. Si le malade il prend le comprimé, il l'avale sans prendre d'eau, ou la position couchée, il stagne, c'est-à-dire le comprimé au niveau de l'œsophage, il peut entraîner une œsophagite. C'est pour ça qu'il faut prendre une grande quantité d'eau normalement lorsqu'on avale les comprimés. OK, très bien. Il y a d'autres antispasmodiques, qui ont certaines huiles aromatiques, on n'a pas chez nous, et il y a des médicaments qui modifient la motricité, les débridates. Les transacalmes, les débridates, ils existent chez nous. D'accord. Donc, voici les antispasmodiques. On donne un comprimé 3 fois par jour, ou alors deux comprimés 2 fois par jour. Maintenant, les laxatifs. Il y a différents types de laxatifs. Quels sont les laxatifs de l'Est, osmotiques, les lubrifiants, les stimulants et par voie rectale. Le premier, les laxatifs de l'Est. De l'Est, c'est les fibres, le sang, la pectine ou les mucilages. Alors, tout cela, ça n'existe pas, on ne les trouve pas. Ça, on peut les remplacer facilement. Les laxatifs de l'eau, c'est le sang. Nokhala, تعرفوا النخالة. النخالة c'est القشور. القشور تاع القمح ou alors تاع الشعير. D'accord. Donc, on les trouve disponibles. Donc, النخالة, elle joue le rôle d'un laxatif de l'Est. Comment? Parce que le sang, elle va entraîner un appel d'eau parce qu'elle n'est pas digérée. Elle n'est pas digérée, elle entraîne, il faut boire beaucoup d'eau. Et lorsque l'appel d'eau, ça va augmenter de volume, le bol fécal augmente et ça stimule le péristaltisme. Donc, augmentation de la teneur des selles en fibres et autres non digestibles, d'où évacuation de selles plus volumineuses, plus hydratées et plus molles. D'accord? Ça, c'est le meilleur des traitements. Et donc, déjà, nos grands-parents, ils prenaient, ce qu'on peut donner aux malades, c'est leur donner une cuillère à café, cuillère à soupe, mélangée dans un yaourt le matin à jeun. Et ça donne d'excellents résultats. Alors, il y a maintenant les laxatifs osmotiques, soit c'est des sucres, soit des sels. D'accord? Déjà, comme ça, le mécanisme. Donc, ils vont entraîner une attraction d'eau. Donc ça va permettre de ramollir les sels et ça va augmenter la consistance et la fréquence des sels. D'accord? Donc, soit nous avons à partir de sucre ou à partir de sel. À partir de sucre, vous connaissez l'actulose, du phalac. Et nous avons, à partir de sel, c'est le polyéthynylglycol, le Forlax. D'ailleurs, c'est le Forlax et le Fortan. C'est ce médicament qu'on utilise pour la préparation colique. Comme on donne 4 litres. C'est ce médicament pour déclencher une diarrhée. D'accord? Et la particularité alors de ces deux médicaments, surtout pour la différence entre sucre ou sel, le sucre il fermente, donc il entraîne la fabrication de gaz. Donc ça peut augmenter les ballonnements, contrairement au sel. Donc je préfère donner le polyéthylglycol, Forlax, que du Falac. Et des fois, c'est le malade qui vous demande, donnez-moi du Falac. Il s'aide. Donc, c'est au malade de décider. D'accord? Certains malades, si ça ne lui convient pas, vaut mieux donner le Forlax.
Alors, un autre lubrifiant, c'est l'huile de paraffine. L'huile de paraffine que le malade va ingérer, c'est une huile qui n'est pas absorbée, acalorique, d'accord? Elle lubrifie le bol fécal et elle facilite la progression, sa progression. Mais lorsque le traitement il est prolongé, il y a un risque d'effet secondaire, une incontinence anale, sointement anal, d'accord? Déficit en vitamines liposolubles, d'accord? On peut voir ça. Le laxatif lubrifiant, l'huile de paraffine, ou alors manger l'huile d'olive. Donc, consommer beaucoup l'huile d'olive, ça va donner le même effet. Un autre laxatif, c'est les laxatifs par voie rectale. Soit nous avons suppo ou le gel, un lavement, des micro-lavements, d'accord? Soit en suppo, soit en gel, d'accord? Bien sûr, il faut éviter lorsque le malade il a une fissure, donc déjà il a une hypertonie sphinctérienne. Alors le mécanisme d'action, il déclenche, donc celle-là c'est par voie rectale, il déclenche la vidange en stimulant le réflexe d'exonération. Donc là, ça s'adresse surtout pour la constipation terminale, la dyskinésie. Vous vous rappelez dyskinésie? Le malade, ils se sont fermés. Là, ça donne d'excellents résultats. Les laxatifs par voie rectale, ils agissent rapidement. Un autre laxatif, mais à éviter, il est efficace, mais donc c'est à base de séné ou la dulcolax. Il stimule la motricité colique. Il augmente la sécrétion hydrocolique. Donc, il est très, très, très efficace, mais à éviter à cause de ses effets secondaires. Il peut provoquer des troubles hydroélectrolytiques, des dyscalcémies. Il peut altérer l'épithélium de la muqueuse colique, ce qu'on appelle la maladie des laxatifs. Normalement, ça, on devrait les faire. Il y a un cours constipation. Donc, et il y a un risque d'accoutumance, d'dermatose, d'insuffisance cardiaque. D'accord? C'est pour ça que c'est un traitement de courte durée pour les constipations occasionnelles. Il est de dernière intention. Et le risque, c'est que les malades en automédication, comme il est efficace, ils le consomment tout le temps. Et là, un risque de la maladie des laxatifs. D'accord? Très bien. Bon, on a terminé avec les laxatifs. Maintenant, on rejoue les pansements. Alors, c'est quoi un pansement? Il tapisse la muqueuse colique, il va absorber les gaz, et il va la protéger. Il va faire un enduit protecteur. Nous avons les argiles apparentées. Smecta, hakutafu smecta. Normalement, vous connaissez le smecta. Il y a aussi à base de silicone, pepsane. D'accord? Et cela, il n'existe pas sur le marché algérien, les PPP. Alors, les charbons, maintenant les charbons, ils absorbent les gaz. Non associés, charbon seul, donc Carbophos, il y a plusieurs marques qui sont vendues. L'essentiel, c'est à base de charbon. Associé, carbosineux, c'est-à-dire en même temps, le carbosilane, c'est sur les gaz et sur les ballonnements. Maintenant, les ralentisseurs du transit, sans atropine et avec atropine. Sans atropine, l'opéramide, l'imodium. Il diminue le péristaltisme intestinal. D'accord? Et il respecte la flore intestinale, c'est un bon médicament. Vous vous rappelez, on donne une gélule après chaque selle. C'est lorsque le malade sort des toilettes qu'on lui donne une gélule. D'accord? Sans dépasser les 6 gélules par jour. On a vu ça dans l'Imiki. On en a parlé. Avec atropine, ils ont beaucoup d'effets secondaires et ils n'existent pas sur le marché algérien. Donc, les effets secondaires, constipation, comme ralentit le transit, constipation, les crampes, sécheresse buccale, donc tout cela. Les probiotiques, maintenant, vous connaissez Activia. Activia, c'est des yaourts avec des probiotiques. Donc, soit à base de lactobacillus ou l'albifidus. Micro-organismes, lorsqu'ils sont ingérés en quantité suffisante, exercent un effet positif sur le côlon. D'accord? Soit les levures, soit les chili-chacoli. On peut aussi prescrire les anxiolytiques, tranquillisants, soit l'isonxien, l'exomil, d'accord? Ça dépend de l'état de la malade. Et des fois, c'est lorsqu'on voit que la malade, elle est en dépression, on peut recourir aux antidépresseurs carrément. D'accord? On peut prescrire les antidépresseurs. Alors maintenant, le traitement de l'avenir, je vous ai dit, c'est en rapport avec la sérotonine. Donc, des récepteurs antagonistes, des récepteurs, bloquer les récepteurs de la sérotonine, ça c'est en cours. On n'a pas encore de médicaments sur le marché. D'accord? Prise en charge psychologique très importante, psychothérapie. Des fois, il faut envoyer cette malade-là, il faut l'envoyer chez un psychiatre. Si notre aide psychologique n'est pas suffisante, psychothérapie ou alors psychiatre. Et bien sûr, il faut apprendre aux malades comment gérer, se relaxer, maîtriser leur stress, le yoga, le sport, l'essentiel. D'accord? Très bien, l'évolution. Ça évolue, je vous ai dit.